Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission. Vous avez devant vous Judith Kiena, pour ceux qui ne me connaissent pas, il y a les habitués qui connaissent déjà cette personne qui est devant vous. Nous allons parler d'un sujet très important, mais peu connu. Ça veut dire le genre de sujet qu'on ne développe pas chaque jour, mais qui sont très importants pour le développement d'un pays. Je ne suis pas seule, ne vous inquiétez pas sur ce plateau parce que je suis accompagnée de deux grands hommes. Je parle bien de deux grands hommes d'affaires que vous allez connaître dans quelques minutes. D'ailleurs, je vais introduire à ma droite, il y a monsieur, c'est le master coach Raphaël Diné, qui est un homme d'affaires, économiste. C'est très important ce que je suis en train de dire. Il est homme d'affaires, économiste, entrepreneur américain, développeur, expert en levée de fonds. Alors, bonjour Master Coach Raphaël Diné. Bonjour madame. Très heureuse de vous avoir sur ce plateau spécial. Merci, c'est un plaisir pour moi. Je vous reviens dans quelques instants. À ma gauche, très chers téléspectateurs, très chers internautes, à ma gauche, j'ai là un chef d'entreprise, homme d'affaires congolais de très bonne qualité. C'est important de souligner ça, de très bonne qualité, qui est monsieur Jean-Claude Moubenga. Bonjour monsieur Jean-Claude. Bonjour madame Judith. Et j'attends pour moi parce que je suis de bonne qualité. Voilà, c'est une très belle entame. Alors, très chers Congolais, c'est avec ces deux grands hommes d'affaires que nous allons discuter pendant quelques minutes pour comprendre l'importance de l'immigration dans un pays. Soyez très attentifs parce que ce sont des sujets très importants pour le développement d'un pays. Sans plus tarder, je vais poser la première question à mon premier invité. Master Coach, puisque vous êtes là, quelle est l'importance de l'immigration dans un pays? Déjà, je pense que nous avons plusieurs façons d'apprendre. Quand vous enseignez, vous passez la connaissance que vous connaissez, mais quand vous impactez, vous donnez aux gens ce que vous êtes. Donc, directement, depuis l'histoire de la Bible, nous pouvons remarquer que les gens quittaient souvent la maison de leur père, les gens quittaient leur nation pour aller déjà à la découverte des nouvelles connaissances, pour rentrer reconstruire leur pays. Et puis aussi, les gens ont eu l'habitude, parce que je pense que le monde est comme un livre. Si vous lisez un chapitre ou une page d'un livre, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, les gens directement, quand vous sortez de votre environnement, vous êtes d'abord challengé personnellement, et de deux, vous entrez dans l'environnement qui vous fait voir des choses que vous ne l'avez jamais connues. Donc, je pense que l'immigration est un facteur capital pour l'émancipation de l'homme qui résulte au développement de l'environnement, que ce soit économique ou bien social. Ouais, donc, je pense que ça fait partie des armes très importantes pour le développement d'un coin. Alors ça, c'était selon le master coach Raphaël Diné. Nous allons prendre les Congolais de bonne qualité, non, de très bonne qualité. Alors, monsieur Jean-Claude Moubenga, pour vous, c'est quoi l'importance de l'immigration? Oui, pour un pays, il y a des facteurs stables qui permettent à un pays de se développer sur le plan interne, mais aussi il y a des facteurs externes qui influent sur les comportements de l'agent économique, que nous avons tous les agrégats de l'économie. Vous avez aussi l'aspect de l'immigration dans les deux sens, que ce soit externe ou interne. Ça peut être les étrangers qui viennent dans votre pays ou les nationaux qui vont à l'extérieur. Les uns émigrent, les autres immigrent. Oui. Les étrangers viennent souvent à la quête des marchés, d'une nouvelle vie. Vous voyez ici chez nous, on est envahi par les Indiens, les Chinois. Nous ne sommes pas contre eux. C'est normal qu'ils soient là.
parce qu'ils ont cru à la RDC, mais si eux viennent chez nous, pourquoi les Congolais ne peuvent pas aller aussi chez eux? Vous comprenez? Oui. C'est simple. Dans la Bible, il y a plusieurs exemples de l'immigration. Chaque fois qu'il y avait un problème, c'est la diaspora qui trouvait la solution. Abraham s'est retrouvé en Égypte. Il a même dit que ma femme dit que tu es ma soeur. Ils n'étaient pas dans leur pays. Je ne sais pas si je suis en train de... Ils étaient à l'étranger. Ils sont allés chercher parce que chez eux, il y avait une calamité, il y avait la crise. Nous sommes aujourd'hui confrontés à une crise sécuritaire. Okay. Les Congolais doivent aller à l'extérieur, taper dans certaines portes, au Parlement européen, au Parlement américain, au Congrès. Même si on n'entend pas, aujourd'hui vous revenez, demain vous revenez, le lendemain vous revenez, ils vont dire mais ces gens-là nous dérangent, il faut qu'on trouve une solution. C'est la force de l'immigration. Quand vous allez à l'extérieur, vous pouvez ramener quelque chose. Okay. Jésus est né. Jésus n'avait même pas encore un mois. Jésus devient immigré en Égypte. Vous êtes au courant? Non. Parce que l'ange a dit à Joseph, il dit, prends l'enfant, amène-le en Égypte. Okay. Jésus est parti comme immigré. Jésus était juif, mais quand il était en Égypte, il était immigré juif. C'était un enfant immigré. Okay. Vous voyez? Donc aujourd'hui, il faut encourager l'immigration. Nous sommes 120 millions, madame. On ne peut pas contenir tout le monde ici. On mange les pondous, les ndakala. Non. Il faut que les gens aillent ailleurs. Qu'ils aillent apprendre autre chose. Qu'ils voient un peu ce que les autres voient. Vous voyez, quand les colons sont venus chez nous, ils ont pris un échantillon de ce qu'on appelait les évolués. On les a amenés en Belgique. Ils sont allés voir. Il y a les bâtiments d'étage, il y a ceci. Ils ont vu autre chose. Quand ils sont revenus, oui, ils ont compris que les pays, ça ne doit pas être seulement des petites cases. Les villages avec le chef coutumier qui s'impose là-bas, il est torse nu, avec les sujets. Non, non. On peut asphalter la route, on peut aménager l'environnement pour que les maladies qui tuaient les gens, parce qu'on pensait que c'était la sorcellerie. Or, c'était la saleté qui était dans l'environnement. Quand on a mis l'asphalte, on a donné aux gens les maisons un peu construites avec briques cuites. Ça a changé le niveau, le standard des hommes. Il y avait plus. Est-ce qu'aujourd'hui on parle encore de la peste et toutes les maladies là qui ravageaient les gens? Non, non, non. Parce que l'homme a quitté un niveau vers un autre niveau. Et ça, c'est l'apport de ceux qui sont partis comme immigrés, qui sont revenus pour amener les changements. Donc c'est très important dans un pays qu'on encourage que les gens partent. Ne dites pas non, vous faites partie des gens et le pays va être vide. C'est faux. Okay. Il y a 1,4 milliard d'Indiens. Mais je peux vous dire aujourd'hui, aux États-Unis, la troisième population, ce sont les Indiens. Okay. Vous avez les Blancs, vous avez les Hispaniques, les Latinos, et vous avez les Indiens. Les Noirs viennent en quatrième position. Mais les Indiens contrôlent tout. Quand vous parlez de Microsoft, vous connaissez les PDG de Microsoft, vous connaissez Bill Gates, mais c'est un Indien. Wow. Le Bill Gates, c'est le propriétaire. Mais le CEO, le PDG, c'est un Indien. Apple, le CEO, c'est un Indien. Ils contrôlent tout. Ils ont été dans de bonnes universités. Aujourd'hui, ils contrôlent la plus puissante nation du monde.
Comment nous devons laisser tous nos enfants terminer ici, rester ici avec des théories rudimentaires, d'abord des professeurs qui sont déjà dépassés, qui enseignent des choses qui sont dépassées. Quelqu'un avec un syllabus des années 70. Il faut Pendant l'innovation, que nous sommes à la 5e génération. Quand on vous dit 5G, c'est quoi? Ici, vous avez quoi dans votre téléphone? 5G. Nous sommes dans 5G, c'est la 5e génération. G là, c'est la génération. Wow. Ok. Peut-être vous ne comprenez pas, vous dites 3G. 4G. G, vous pensez c'est quoi? C'est la génération technologique. Où on amène une implémentation qu'un faisceau télécom peut aller jusqu'à 300 km, couvrir l'endroit. Vous êtes dans les 300 km, vous pouvez appeler. Vous êtes à 301, vous appelez allô, allô, ça ne passe plus. Vous êtes hors couverture. Quand vous êtes à 5G, vous êtes en unlimited. Donc, vous allez au-delà, illimité. Ouais. C'est des choses qu'on n'apprend pas ici à l'INKIN. Vous devez aller à Harvard, vous devez aller à UBA, donc les universités à l'étranger. Vous avez toutes les années, le gouvernement chinois paye pour 50 000 jeunes d'aller à l'extérieur aux États-Unis apprendre. Et chaque personne Ici, on n'a aucune politique. Aucune politique pour encourager les jeunes à aller à l'extérieur. Vous parlez de ça, oh non, vous encouragez les gens à aller à l'extérieur et chez nous ici. Mais chez nous ici, nos ancêtres ont vécu depuis des millénaires. Ils ont déjà changé quoi? Alors, chers Congolais, vous les connaissez, votre Congolais de très bonne qualité. Si nous le suivons, nous risquons de dormir ici alors que le temps n'est pas notre ami. Alors, De temps en temps, vous prenez votre jour. oui, très important. Vous avez compris l'importance là de l'immigration. C'est pas seulement pour aller faire des photos envoyer à la famille. Profitez-en, vous qui êtes déjà partis, pour apprendre quelque chose et venir changer le pays. Puisqu'on parle de cette immigration, Master Coach, je reviens vers vous. La RDC, notre pays, est confrontée à plusieurs situations. Beaucoup plus sur l'aspect sécuritaire. Pensez-vous que les Congolais qui sont partis de la RDC peuvent être d'une certaine importance dans cette situation? Oui, d'ailleurs, je pense que si la RDC est stable aujourd'hui, c'est par rapport à sa diaspora. Okay. Quand vous regardez, il y a quelque chose qu'on ne parle pas trop de ça, on parle du budget de l'État. Mais de l'autre côté, on ne parle pas des fonds qui viennent de la diaspora pour faire tourner l'économie congolaise. Aujourd'hui, vraiment, je bénis surtout ce que beaucoup de ceux qui sont à la diaspora sont en train de faire, comme M. qui sensibilisent pour le renforcement des capacités au niveau local et aussi des initiatives au niveau local. Mais quand vous baladez à Kinshasa, ici à Kinshasa, tous les meilleurs hôtels, ce sont ceux qui sont allés à la diaspora, qui sont venus refaire les choses. Les nouvelles cités aujourd'hui. Ce sont ceux qui sont à la diaspora qui ont dit non, mais on ne peut pas continuer à vivre comme si on était au temps primitif. Mettons les toilettes à l'extérieur, faisons le carrelage, faisons ceci. Mais ceux qui sont au niveau local, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vraiment savoir comment ça se passe? Donc je pense qu'aujourd'hui, la diaspora congolaise est une force pour le pays. Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous encourageons même les membres du gouvernement à coopérer avec la diaspora. Parce que la diaspora a toujours fonctionné d'une façon, je ne sais pas, sous-marine comme on dit. Ils ne sont pas vus, mais le budget de la diaspora, c'est plus de 16 milliards. Comme on dit, l'héros dans l'ombre. Fait venir dans le pays. Donc, je pense qu'on ne peut pas faire sans la diaspora. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, si la diaspora constitue une force pour le Congo, les dirigeants doivent aussi penser à continuer à cultiver la diaspora. Comment? Parce que si vous avez quelque chose qui vous aide, vous devez multiplier cette chose. Vous devez faciliter cette chose. Regardez l'Amérique aujourd'hui. L'Amérique a le système des green cards. Carte bleue. Green card, carte Ou verte, ou comment? Oui, carte verte. Voilà. Donc, ils vont dans des pays pour chercher des gens qui peuvent venir avec d'autres expériences. Parce que quand un Congolais va aux États-Unis, il vient avec ce que l'Amérique n'a pas. Et c'est ça qui fera de l'Amérique un grand pays. Donc,
chaque pays doit valoriser sa diaspora et avoir un programme pour le développement de la diaspora. Ce sont des choses qui ont existé dans le temps. La bourse étrangère, c'était pour encourager la diaspora, c'était pour faire partie des gens, des jeunes, pour aller acquérir des connaissances et venir reconstruire le pays. Je pense que un cahier, le livre, c'est pas assez. Il y a l'expérience palpable qui peut vraiment aider un pays pour son développement. Donc, je crois que la diaspora elle est capitale pour la RDC. Voilà, ça c'était la réponse du master coach. Là, il a dit que les Congolais qui sont partis de ce pays sont très importants dans le développement du pays et dans certaines autres situations parce qu'il venait là de nous expliquer. Je vais revenir vers les Congolais de très bonne qualité. Voilà. Vous avez dit que les Congolais qui sont partis sont très importants parce qu'ils sont comme des héros dans l'ombre qui sont en train de travailler pour le développement de ces pays. Je vais parler là, le président de la République. Ce n'est un secret pour personne, Naboï. Il est venu de la diaspora. Oui. Il a passé beaucoup de temps. Pensez-vous qu'il a aussi amené un plus en tant que diaspora dans le développement de ce pays qui est le sien aussi? Madame, pour répondre à votre question, je commence par renchérir, ajouter à ce que le master Mettez la sauce, oui. Le master coach a parlé. Un aspect économique important. Parce que quand nous parlons, on pense qu'on personnifie le débat. Je ne parle pas pour qu'on me nomme moi, mais je parle au nom de tous ces unknowns, des inconnus qui sont en train de sauver des vies au Congo. Vous connaissez l'hôpital Mutombo Dikembe? Oui. Il est qui? C'est un basketteur. C'est un diaspora. Oui. Vous voyez les flats qui font la beauté de cette ville. C'est la diaspora. Okay. Et presque 80% des familles qui sont dans ce pays, il a parlé de 16 milliards. C'est de ça que je parle. 80% de la population congolaise, ils vivent de leurs frères, de leurs amis et de ceci, de cela, qui sont à l'extérieur. Okay. Parce que l'État n'avait qu'un budget minable de 4 milliards que Kabila nous a laissé. C'est aujourd'hui que Fachi nous donne un budget de 16 milliards. Nous acclamons, grâce aux efforts de Barnabé Mwakadi Mwamba, le DG de la DGI, avec les autres régies, qui ont donné les moyens. Mais madame, vous me regardez comme si je suis étranger. Non, je dis des choses qui sont vraies. Parce que quand vous parlez de ces 16 milliards-là... Madame, vous êtes dans ce pays, vous avez étudié ici. Ça, je sais. On avait un petit budget. Vous connaissez comment notre armée était. Moi, je veux savoir l'apport de notre président en tant que diaspora aussi. C'est ce que je suis en train d'expliquer. J'ai dit, la diaspora nous amène 16 milliards, soit par Western, soit par Manigram, soit par Wave. Oui. Les conteneurs. Les conteneurs qui viennent ici, ces gens-là ne sont même pas connus, ils ne sont même pas représentés. Les gens se battent pour le gouvernement. Oui. Il n'y a même pas un seul ministère qu'on réserve à la diaspora. C'est 20 millions de personnes. Et les dépenses dans le pays, parce qu'ils viennent l'économie. Ils restent à l'hôtel, ils sont dans les restaurants, ils stimulent l'économie. Okay. Le pouvoir d'achat d'un Congolais par an, c'est moins de 3 000 $. Parce qu'on parle de 290 $ par mois. Ouais. Quand on fait la moyenne, c'est presque 3 000 $. Mais un diaspora, quand il arrive ici, si c'est moins, il amène 5 000 €, si c'est peu. Okay. Et tous les jours, si les avions sont pleins, je ne raconte pas. Allez à l'aéroport, vous êtes journaliste, faites les statistiques. Chaque jour, du lundi à lundi, vous avez soit Air France, soit Turkish, soit Ethiopian, soit Bruxelles Airlines. Tous ces avions viennent avec plein de Congolais qui viennent de partout. Vous pensez qu'ils viennent se promener ici pour rien? Ils amènent l'argent. Mais quand on fait la politique globale du pays, on doit prendre en compte cette diaspora pour dire on réserve quelque chose pour ces gens. Okay. Le président aujourd'hui,
parce que je dois répondre à votre question. Son apport, c'est que il a grandi dans la diaspora. Ok. Il connaît ces petits blancs. Il n'est pas intimidé ni impressionné par leur manigance. On va te tuer, on va t'assassiner, on va te faire ceci. Il ne trouve pas. Donc il est dedans. Non, mais il leur dit, c'est gagnant-gagnant ou rien. Ok. Il est en Belgique. Il a dit au roi, oui, nous n'avons jamais été contre vous. Nous sommes toujours avec vous. C'est pourquoi je suis là. Les entreprises belges et européennes, s'ils veulent venir, parce que vous dites non, tu as privilégié les Chinois, ce n'est pas un problème. Okay. Les Chinois sont là, ils ne vous empêchent pas. Le pays est trop grand. Vous voulez venir, venez, mais respectez la législation congolaise. C'est gagnant-gagnant. Okay. Vous payez les redevances minières, vous payez les taxes, les impôts. Vous ouvrez les comptes au Congo. Vous vendez le minerai à l'extérieur. Vous ramenez 40% de cet argent-là au pays. Vous pouvez garder 60%, mais 40% ça doit revenir. Parce que nos banques, notre économie doit fonctionner. Vous ne devez pas, vous vendez, vous gardez tout à l'extérieur et vous revenez encore pour nous exploiter. Non. C'est tous ces mécanismes-là, les présidents amènent. Ils ont refusé pendant 5 premières années. Ils l'ont empêché à prendre le deuxième mandat, il a pris le deuxième mandat. Maintenant, ils n'ont plus de choix, ils sont à genoux. Ils ont compris que le gars a le peuple avec lui. On ne peut rien faire, qu'on peut seulement négocier. C'est un homme de la diaspora. Regardez, s'il avait grandi au Congo, il n'aurait pas un mental d'acier. Le mental d'acier veut dire un mental de fer. Okay. Où vous l'intimidez, il est là. Vous dites, je vais te tuer, vous mettez l'arme et dites, tue, tire sur moi. Ouais. Vous comprenez? Okay. Vous voyez, j'ai une fille de 19 ans. Elle est dans l'armée américaine. Cette fille-là, si elle vient ici, vous l'intimidez, elle va t'intimider jusqu'à ce que toi, tu vas même avoir peur. Pourquoi? Parce qu'elle a transcendé certaines choses dans la vie qui font peur à l'homme, qu'une fille de 19 ans ici va avoir peur, elle va même fuir, elle va aller se cacher. Elle va te challenger, elle va dire, tu vas faire quoi? Tu veux me tuer? Ose alors, on va voir si tu vas me tuer. Tu vois, quand quelqu'un sort, il va apprendre autre chose. Et quelqu'un qui va à l'extérieur, c'est comme si c'est quelqu'un qui a étudié 2 fois. Parce que ce qu'il a vu, vous, on vous a parlé de la montagne. Et la personne qui est allée à la montagne, qui a vu, oui. Toi, tu es resté dans la théorie, mais celui qui est monté sur la montagne, il a vu la montagne. Oui. C'est un peu ça. Donc, voilà un peu. C'est très important. Alors, comme je le disais, le temps est précieux. Nous sommes en train d'aller lentement, mais sûrement vers la fin de cette émission, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a autre chose à faire après ceci. Coach Master, Master Coach. Parce que le Congo est signateur de plusieurs traités. Quelles sont les mesures d'accompagnement qui visent à protéger l'investissement étranger? Je pense que ça, c'est une très très bonne question. Vous savez, j'ai expliqué à M. Jean-Claude tout à l'heure, avant que je ne vienne au Congo, j'ai annulé plus de 7 vols par rapport à ce qu'on pense du Congo. Les risques. Avant de venir, l'ambassade des États-Unis m'a fait signer que si vous allez dans une zone rouge, si vous mourrez, c'est sur vous et votre famille. Vous ne serez pas rapatrié et tout. Donc moi, quand je suis arrivé au Congo... Ça alors... Non, ça c'est trop fort. C'est supposé que le Congo entier, là, c'est une zone rouge. Quand je venais, oui. J'ai renouvelé mon testament. Écoutez-moi ça, s'il vous plaît. Non, ça c'était en 2019. Il y a 2019. Donc j'avais renouvelé que, bon, attends, j'ai dit à ma femme, on ne sait jamais, je ne sais pas si je veux rentrer, mais j'ai cette force. Jean-Claude m'encourage d'aller au Congo. L'ambassade m'a fait signer des documents parce que c'était une zone rouge, que si tu vas, tu ne vas plus rentrer. Donc, si tu meurs, ton corps ne rentre pas. Ils ne sont pas responsables de ce qui va vous arriver. Les enfants ne vont pas voir ton corps. Donc, à un moment, je me suis fait violence. Je dis, mais attends, écoute, je suis parti d'Afrique quand j'avais 19 ans. Je suis africain. D'abord, je suis africain.
S'il faut que je meure, je préfère alors mourir au Congo. Ok. Donc, mais quand je suis arrivé au Congo, je n'ai même pas encore vu 2 personnes qui luttent. Depuis 2019 que je vis au Congo. Les raconteurs. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un, 2 personnes qui sont en train de lutter. Chez moi au Texas, il y a la violence plus qu'au Congo. Alors qu'ils vous font signer des histoires pour dire vous allez mourir là-bas pour c'est votre Il y a la affaire. violence au Texas, aux États-Unis plus qu'au Congo. Donc, je pense que le monde entier est en train de donner une mauvaise image. L'image de notre pays. Et puis si on ne répond pas, parce que tu vois, quand on vous accuse, si vous ne dites rien, mais les gens vont penser Qu'ils que disent peut-être mot c'est consent. vrai et tout ça là. Donc, il faut répondre. C'est pourquoi aujourd'hui, nous, les Africains et puis les Congolais, surtout de la diaspora, ils doivent porter la flamme du Congo. On doit montrer aux gens et dire aux gens que non. Même comme on est dehors, le cœur reste au pays. Tu ne peux pas aller au marché et tu ne rentres plus dans ta maison. Non. Non, c'est faux. Obligé de rentrer. Tu rentres, tu dois rentrer à la maison. N'importe quel Africain, n'importe quel Congolais, son premier rêve de la diaspora, c'est de rentrer au pays faire quelque chose. Ce n'est pas d'aller rester à la diaspora. Mais tu ne peux pas rentrer main vide parce qu'il faut venir apporter des solutions sur le problème local. Donc, je pense que l'opinion internationale n'a pas beaucoup à faire. Mais non, Madame Judith, ce que je pense de vous, ça n'a rien à y voir. Ouais. Ce que M. Jean-Claude pense de vous, ça n'a rien à y voir. Mais c'est Sauf surtout ce que moi, je pense penser de moi-même. vous. Oui. Donc nous devons prendre la responsabilité de nous conscientiser. Les gens ne peuvent pas nous dire ce qui est bien pour nous, plus que nous-mêmes. Donc, je pense que la diaspora ne doit pas se fier à l'opinion internationale, mais penser à ce qui est bien pour le pays. Nous avons un pays qui est sur la position mondiale, le premier pays convoité par toutes les grandes puissances. La bombe atomique, les matières pour le faire, c'est au Congo. Aujourd'hui, les voitures électroniques, les cellulaires, tout c'est ici. Mais tout le monde, pourquoi les Chinois convoitent, pourquoi les Américains, pourquoi les Russes, tout le monde veut le Congo, pas autre pays. Donc, moi je pense que nous devons définir l'image que nous avons. Ce n'est pas les gens qui peuvent venir nous dire « Ah, mais toi, c'est bien là-bas ou c'est mauvais là-bas. Et puis, construire vraiment ce Congo de rêve qui est le centre de l'économie africaine aujourd'hui. Sans Congo fort, il n'y aura pas d'Afrique. Et nous tous nous le savons. Donc, plus qu'à jamais, nous devons définir l'image que nous voulons de notre beau pays. Donc, tout dépendra de nous. Tout dépendra de nous. M. Jean-Claude, vous avez quelque chose à ajouter quant à ça? Oui, ce qu'il vient de dire est très capital. Parce que nous sommes au point de non-retour. Voilà. Le Congo a survécu les soubresauts, les tentatives, les menaces et tous ces complots pour désintégrer cette nation. Vous savez que le Congo, contrairement à ce que les gens croient, la RDC n'est pas un pays comme tous les autres que vous voyez en Afrique. Nous sommes en 1885. Les Européens se retrouvent à Berlin. Ils doivent décider, après les rapports déposés sur la table du chancelier Bismarck de l'Allemagne et du roi de la Belgique et de l'empereur français. Bon, les Américains aussi ont reçu la copie. Les explorateurs ont dit, nous avons exploré l'Afrique. Il y a un pays merveilleux. Ok. C'est le Congo. C'est le Congo. Diego Cao est venu, Livingstone est passé, Morgan Stanley est passé. Ils ont tous conclu que ça, c'est le paradis. Alors, les Blancs disent, ok, nous faisons la conférence du Congo, pas la conférence sur le partage de l'Afrique.
La conférence de Berlin, c'était la conférence du Congo. Il fallait d'abord découper le Congo, délimiter, savoir que ça c'est un espace qui est réservé aux superpuissances. Ça n'appartient pas à un seul pays. Tout le monde peut aller prendre. C'est pourquoi vous voyez, nous sommes victimes aujourd'hui. Parce que la France, l'Allemagne, la Belgique, les États-Unis, tout le monde a les droits sur nous. Parce qu'ils avaient déterminé que les autres pays là sont des petits pays, ils peuvent rester comme ça, ils n'ont rien. Mais le Congo là, nous tous, nous devons aller puiser là-bas. Nous devons gagner là-bas. On ne doit pas mettre quelqu'un qui nous impose ce que nous devons prendre. Nous devons imposer. C'est pourquoi tu sais que tu dis, gagnant, disent, mais toi là tu viens d'où? Dis, ça c'est notre pays, c'est nous qui décidons là-bas. Vous prenez 30%, nous prenons 70%. Ce que tu dis, non, ça ne peut pas se faire. 50-50. Oui, c'est ça le problème. 50-50. De manière simple, je vous explique pour que les peuples comprennent que la guerre, c'est à ce niveau-là. Si Félix, dès le départ, avait accepté 30% contre 50%, c'est-à-dire quand on exporte 10 000 tonnes de minerais qui représentent 5 milliards, 30% revient au Congo, 70%, ces criminels se partagent. La France prend, les États-Unis prennent, les Belges prennent. Vous laissez en paix. Mobutu a fait pendant 32 ans, on ne lui a pas fait de problème. Quand Mobutu a commencé à dire non, maintenant on va diversifier l'économie, il dit le gars là doit partir. Et abattre. Oui, on l'a trompé, non, c'est la fin de la guerre froide, il faut démocratiser le pays. C'était faux, parce qu'ils ont vu que Mobutu commençait à vouloir voir clair. Ils ont dit non, les gars là, n'est plus important pour nous. Mouzé Kabila est arrivé. Vous avez dit, vous venez ici, nous devons travailler. Oh non, prenez un peu notre argent. Il dit non, je n'ai pas besoin de prendre votre argent. Mouzé, pendant les 4 ans de son règne, il n'a pas contracté une dette extérieure. Le pays n'avait pas de dette. Oui. Vous avez dit, mais les gars là, nous voulons qu'ils prennent des dettes, qu'on mette nos intérêts, on gagne. Lui refuse, c'est-à-dire quoi? Dit, dégagez-le. Kabila est arrivé, Kabila a accepté tout. Bien que vers le milieu là, il a pris les Chinois, ils ont fait leur contrat léonin. Alors les Américains ont dit, ah, les gars là virent déjà vers les autres, il faut les dégager. Ce qui arrive, on ne s'attendait pas. Ils avaient déjà leur candidat. Depuis Genève, le candidat n'a pas passé, n'a pas réussi. Ce qui arrive, ils disent, bon, on l'observe pendant 3 mois. Jusqu'au mois de mai, quand il sort son gouvernement, il vient aux États-Unis, on le fait signer les MOU, il rentre, on lui envoie quelques délégations, on voit qu'il résiste, on commence à lui dire non, il y a les droits de l'homme, et il y a les tueries là-bas, on commence à les menacer. Vous comprenez? Ces gens-là sont des prédateurs. Nous connaissons ce qui est mieux pour nous. Personne ne viendra nous dire, comme le Master Code dit, personne ne viendra nous dire ce qui est mieux pour nous. Ne considérez pas ce que les gens disent sur toi. Considère ce que toi tu considères de toi. Tu connais ce que tu es. C'est ce qui est important. Les Congolais doivent savoir qu'ils ont un pays riche. Le comportement doit être un comportement responsable. Un Indien ne peut pas venir gifler un Congolais ici au Congo. Parce qu'il a amené des petites sommes d'argent, parce qu'il a une petite entreprise. C'est quoi ça? Et les autorités congolaises laissent cette personne-là humilier un Congolais. Non, j'ai dit c'est déjà fini. Un étranger dans ce pays doit savoir qu'il y a les droits du premier occupant. C'est le premier droit, en dehors de la Constitution et tout ce que vous connaissez. La Constitution, c'est les hommes qui ont écrit ça. Il y a les droits naturels du premier occupant. Tu viens, tu me trouves que dans la brousse, c'est moi qui habitais là. Tu dis, ah, voisin, je vais me mettre ici. Oui, tu te mets là, mais tu dois savoir que c'est moi qui étais ici déjà. Ok, très important. Les Congolais doivent être respectés. Tu amènes l'argent, on te respecte comme investisseur, respecte les lois du pays, gagne l'argent et paye les impôts et le reste. Personne ne va te déranger. Nous sommes aux États-Unis. Cet homme m'a aidé à construire mon patrimoine, mes entreprises aux États-Unis. Je paye mes impôts,
Je respecte la loi américaine. Oui. Et je n'ai aucun problème. Comment les étrangers viennent ici? Ils veulent être amis du ministre, amis d'un général pour ne pas payer. Vous comprenez? Donc nous voulons, à ce niveau-là, que nous puissions construire l'économie congolaise sur des valeurs, sur des bases solides. Le Congo a tout pour se développer. Voilà. Voilà, chers Congolais, tout est bien que finit bien. Je vous rappelle qu'à ma droite, j'avais là le master coach Raphaël Djiné, qui est un homme d'affaires, économiste, entrepreneur américain, développeur, expert en levée de fonds. Et à ma gauche, j'avais M. Jean-Claude Moubenga, qui est un chef d'entreprise, homme d'affaires congolais de très très bonne qualité. Vous avez là compris qu'on est mieux traité et mieux compris que par soi-même. Évitons entre nous de donner une image négative de notre propre Congo. Les autres ne pourront nous respecter que si nous-mêmes, nous respectons. Alors vendons l'image positive de notre pays pour ensuite recevoir le positif que nous attendons des autres. C'était là le mot de la fin pour cette émission. Portez-vous bien et très heureuse de vous avoir tenu compagnie pendant ces moments. On se retrouve tout à l'heure. Au revoir.